Alors, j'aimerais revenir aussi sur l'importance du double jeu, semble-t-il, que joue Biden. J'aimerais que vous nous éclairiez pour finir, parce qu'on va passer aux États-Unis et à la France. C'est que d'un côté, il redonne de l'argent, donc on a bien compris alors, avec, je pense, l'équipe Obama derrière, parce que dans vos écrits, vous expliquez qu'Obama a toujours voulu valoriser l'Iran et donc le chiisme par rapport au sunnisme. Alors, certains membres de la communauté, j'ai vu défendre Biden parce qu'il fournirait les armes à l'armée de Tsahal. Donc, d'un côté, il subventionne l'Iran à hauteur de plusieurs centaines, enfin, plus de 100 milliards de dollars. Et en même temps, il fait venir les bateaux, les Marines. Comment expliquer ce double jeu? Parce que, en fait, semble-t-il, d'après vous, l'aide militaire, c'est-à-dire en matériel, est aussi associée avec des exigences. Oui, tout à fait. Je dirais que concrètement, Israël est censé être l'allié primordial, l'allié essentiel des États-Unis au Proche-Orient. Et la population américaine est une population qui soutient très massivement Israël. Quel que soit le parti, là pour le coup, même s'il y a des grosses divisions maintenant, que l'on soit républicain ou que l'on soit démocrate, on soutient largement Israël. Donc il n'était pas possible à l'administration Biden de se retourner contre Israël. L'administration Biden devait rester dans la tradition américaine, si je puis dire, et soutenir Israël. Ceci étant dit, l'administration Biden est une administration qui voudrait un autre Proche-Orient. L'administration Biden voudrait un Proche-Orient dominé par l'Iran. Et il voudrait que l'administration Biden voudrait que l'Iran devienne la puissance hégémonique de la région. Et je dirais que c'est pour cela que, à la différence de Trump, l'administration Biden veut nouer des liens avec l'Iran. L'Iran est passé d'une situation où il était asphyxié par Donald Trump à une situation où il a reçu de l'argent directement ou indirectement par la levée des sanctions grâce à l'administration Biden. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'administration Biden a fait que, permettant à l'Iran de recevoir beaucoup d'argent, le Hamas a été financé. Et comme l'administration Biden est dans cette disposition par rapport à l'Iran, elle ne veut pas que le Hamas soit complètement détruit. Et donc l'administration Biden, tout en soutenant Israël, a tout fait pour freiner l'action d'Israël, pour différer l'action d'Israël, pour poser des conditions à la fourniture d'armement à Israël. Dans l'idéal, l'administration Biden voulait au départ un territoire de la bande de Gaza qui reste largement aux mains du Hamas après quelques représailles israéliennes, n'ayant pas réussi empêcher qu'Israël agisse d'une manière plus drastique dans la bande de Gaza. Maintenant, le discours de l'administration Biden consiste à dire il faudrait que la bande de Gaza soit redonnée à l'autorité palestinienne. Qui n'en voudra pas, l'autorité palestinienne de toute façon a des positions proches de celles du Hamas, elle ne voudrait pas arriver dans les fourgons de l'armée israélienne. Mais en tout cas, bon, l'administration Biden veut freiner l'action d'Israël et l'administration Biden voudrait un Israël qui accepte la solution à deux États et voudrait donc un Israël qui accepte que la Judée-Samarie et Gaza deviennent un État palestinien. Ça n'est pas possible avec le gouvernement Netanyahou, donc l'administration Biden veut que le gouvernement Netanyahou tombe et soit remplacé par un gouvernement plus malléable. On a compris que Biden joue un double jeu, donc vous l'avez bien expliqué. Alors, comment interpréter James Comer, le président du comité de surveillance, qui en fait a signé? Est-ce que c'est pas une procédure d'impeachment? Je dirais que concrètement, on devrait le savoir, enfin ça n'est jamais dit dans le monde européen ou dans le monde
canadien, je pense, mais Biden est extrêmement corrompu. C'est sans doute le personnage politique américain le plus corrompu de l'histoire. Et donc, la corruption a été cachée pendant très longtemps, mais maintenant, des documents sortent. D'ailleurs, ils étaient très disponibles. Je dirais que l'une des bases des documents, c'était l'ordinateur oublié par le fils de Biden, Hunter Biden, chez un réparateur dans le Delaware. Tous les documents étaient disponibles, d'ailleurs, avant la campagne électorale de 2020, mais le FBI les a cachés soigneusement. Bon. En tout cas, maintenant que les républicains ont la majorité à la Chambre des représentants, il y a une commission d'enquête qui est effectivement dirigée par James Comer, et cette commission met au jour des documents. Et ces documents sont absolument accablants. Il y a actuellement une commission d'enquête, donc une commission qui est au-delà même de ce qu'elle était au départ, puis c'est une commission d'enquête qui envisage s'il y a une procédure d'impeachment, une destitution de Biden qui peut être lancée. Et je dirais qu'il y a très très largement les moyens de mettre en place une procédure de destitution de Joe Biden. Hélas, cette destitution ne pourrait pas avoir lieu parce que si pouvait elle pourrait être votée à la Chambre des représentants, mais elle ne sera pas votée au Sénat où les démocrates ont encore une très très légère majorité. Mais en tout cas, Biden devrait être destitué. Il est absolument inadmissible qu'un tel personnage soit à la tête des États-Unis. Alors, pendant ce temps-là, on s'acharne, comme Ken Pereira l'a dit hier dans l'émission avec André, sur Trump. Comment expliquer ce qui continue à vouloir détruire ce personnage? Trump, je dirais que ce qui se passe concernant Trump est une honte absolue. Je dirais que les démocrates, depuis très longtemps, on pourra monter à l'été 2016. Depuis l'été 2016, les démocrates considèrent que Trump est leur ennemi absolu. Les démocrates, il importe de voir ce qu'est le Parti démocrate, parce que beaucoup de gens ne voient pas ce qu'est exactement le Parti démocrate. Je l'ai expliqué dans plusieurs livres, le Parti démocrate n'est plus du tout aujourd'hui ce qu'il était à l'époque même de Bill Clinton, et encore moins ce qu'il était à l'époque de John Kennedy. C'est un parti qui a été totalement pris en main par une extrême gauche qui veut détruire les États-Unis tels qu'ils ont été depuis leur fondation pour en faire un pays très très différent, pour en faire un pays socialiste et qui ne soit plus la première puissance du monde. Et donc, ils n'ont aucun scrupule sur aucun plan, ils violent la Constitution, ils ont placé des gens à tous les niveaux, y compris dans la justice. Et donc, je dirais qu'il y a une opération de destruction de Trump qui a commencé, donc je disais, à l'été 2016. À l'été 2016, les démocrates ont monté une opération visant à présenter Trump comme quelqu'un qui avait une collusion avec la Russie. Ils ont fait fabriquer un faux dossier, etc. Et bon, c'est quelque chose qui a empoisonné une large partie de la présidence Trump. Quand les démocrates ont réussi à avoir à nouveau une majorité à la Chambre des représentants, ils ont lancé une procédure de destitution contre Trump, qui était une procédure qui violait complètement les lois et la Constitution américaine. Ils ont fraudé aux élections de 2020. Ils ont mené une opération le 6 janvier 2021 qui n'était pas du tout une opération républicaine visant à renverser les institutions américaines, mais qui était un piège organisé contre Trump, ça n'a pas cessé. Et comme ils pensaient s'être débarrassés de Trump, qu'ils ont vu qu'ils n'en étaient pas débarrassés et qu'il allait être le candidat républicain aux prochaines élections, aux élections de 2024, ils ont décidé d'utiliser la justice pour essayer de le détruire. Et donc, il y a effectivement 4 procès contre Trump qui sont organisés présentement. Et je dirais que ces procès sont des procès qui n'ont aucun fondement et ils peuvent être organisés simplement parce qu'il y a des procureurs qui sont à la solde du Parti démocrate, qui sont en place. Il y a des juges qui sont à la solde du Parti démocrate. Et donc,
sur la base de tout cela, il y a une volonté de diffamer Trump, de harceler judiciairement, et les démocrates rêveraient de l'envoyer en prison. Mais tout cela est une honte, et je dirais qu'à cette honte rajoute une deuxième honte, si je puis dire. Je dirais que si les journalistes du monde occidental faisaient un travail scrupuleux, ils regarderaient les faits. Et s'il regardait les faits, il verrait que Trump n'est coupable d'aucun des éléments dont il est accusé dans ces dossiers, que tous ces dossiers sont factices. Alors justement, vous insistez, puisque bon, vous avez sorti un livre après la démocratie, l'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden, et vous avez écrit un article récemment du 8 novembre, vers un monde sans démocratie. Donc vous dites que si jamais Biden est réélu en 2024, ça sera fini de la démocratie américaine. Ben, je dirais que la démocratie américaine est très mal en point. Les démocrates ne respectent pas la Constitution, ne respectent pas la Déclaration des droits, le Bill of Rights. Les démocrates ont truffé la justice de juges qui sont indignes d'être juges, tels que le juge qui est le juge Engoron qui s'en prend à Trump en ce moment à New York, mais il y a d'autres juges du même acabit. Les démocrates ont truffé la justice de procureurs comme les procureurs qui ont mis en examen Trump, que ce soit Jack Smith, le procureur mis en place par Merrick Garland, le ministre de la Justice américain, la procureure d'Atlanta, dans le Fulton County, Fannie Willis, ou la procureure de New York. Enfin, il y a deux procureurs à New York qui valent pas mieux l'un que l'autre. Donc, je dirais que tous ces gens sont des dangers pour la justice, tous ces gens sont des dangers immenses pour la démocratie, et le rêve du Parti démocrate, c'est de faire des États-Unis un pays à régime de parti unique. Et bon, pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire le parti adverse, il faut manipuler les élections de façon à ce que le Parti démocrate les gagne quasiment toutes, euh, voire toutes à un moment donné. Et il faut aussi changer la population américaine. Et on ne parle presque jamais du fait que l'administration Biden a fait rentrer 8 millions d'immigrants illégaux par la frontière sud des États-Unis. Ces gens-là, pour le moment, n'ont pas la nationalité américaine, mais si Biden est réélu, ils auront la nationalité américaine, ils auront le droit de vote. Et comme ils auront eu le droit de vote grâce à Biden et grâce à des subventions de Biden, ils voteront pour les démocrates. Et je dirais que les États-Unis sont déjà dans une situation tangente. Je dirais que le Texas, auparavant, était un État massivement républicain. Avec le changement de population, maintenant, le Texas est un État où les républicains gagnent les élections avec 51-52% des voix. Donc il suffit de très peu, de rajouter quelques centaines de milliers d'immigrants pour que le Texas bascule et devienne un État démocrate. Et dans ce cas-là, je dirais que les républicains seront exclus du pouvoir à jamais et que les démocrates pourront continuer la transformation radicale du pays. Et si vous regardez l'éducation, par exemple, toutes les institutions sont gangrénées, toutes les institutions sont rongées, et je dirais que si vous regardez l'état du monde actuellement, vous voyez qu'en 3 ans d'administration Biden, le monde a complètement changé. Plus personne ne regarde les faits. Mais le dernier mois de la présidence Trump, la Russie n'envisageait pas d'envahir l'Ukraine et de mener la guerre en Ukraine. La Chine ne menaçait pas Taïwan. L'Iran était exsangue, le Hamas était exsangue, le Hezbollah était exsangue. Il n'y avait aucun risque de paix au Proche-Orient. Au contraire, la paix avançait au Proche-Orient grâce aux accords d'Abraham. Le monde est en ce moment dans une situation proche du chaos parce que l'administration Biden a fait ce qu'elle a fait. Plus personne ne veut regarder ça. Alors justement, ça me permet de rebondir pour conclure, parce qu'il faudra qu'on revienne sur votre livre, mais on parle des États-Unis et du règne de Biden, mais ça va pas mieux non plus en France et en Europe, et vous avez écrit un livre rapidement, donc pour conclure, et on reviendra sur ce livre, y a-t-il quelqu'un pour sauver la France? Parce que là aussi, on va dire qu'il y a quelque chose de commun, c'est que le grand remplacement qui était donc la théorie de M. Camus, semble être appliquée aussi en France. Je dirais que c'est de facto, c'est quelque chose qui se passe et il y a eu un aveuglement qui a été maintenu pendant très très longtemps et je dirais que
beaucoup de gens ne veulent pas parler de ce qui se passe en France. Je dirais que une seule personne qui est devenue un responsable politique en a parlé clairement toutes ces années, c'est Éric Zemmour. J'ai des désaccords avec Éric Zemmour sur d'autres plans, mais sur le plan de l'islam, sur le plan de l'islamisation de la France, sur le plan du changement de population en France, tout ce qu'il dit est tout à fait pertinent. Il y a actuellement une population en France qui est une population musulmane qui, pour l'essentiel, n'est pas intégrée, qui, pour l'essentiel, vit dans des quartiers à part et garde sa propre culture, ses propres traditions et qui n'aime pas la France et qui ne veut pas de la France telle qu'elle est. Et donc, la France est un pays qui est rongé par une islamisation actuellement. Et je regrette d'avoir à le dire, mais l'islam n'est pas compatible avec la démocratie, n'est pas compatible avec la civilisation occidentale. Tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais par définition, tous les islamistes sont musulmans. Euh, tous les islamistes ne sont pas terroristes, mais la quasi-totalité des terroristes sont islamistes. Donc vous avez un immense danger en France, et actuellement, ça se voit. Vous avez une montée de l'antisémitisme, personne ne veut appeler cet antisémitisme par son nom. Il y a eu des actes ici au Québec, il y a eu une synagogue qui a été attaquée il y a 2 jours. Il y a des actes de plus en plus antisémites et même des batailles entre pro-israéliens et pro-palestiniens. En France aussi, on voit la montée des rabbins se sont fait attaquer dans la rue, enfin. Oui, oui, ben, tout à fait. Il y a un antisémitisme musulman qui est installé en France et qui est extrêmement dangereux. Et je dirais que la gauche en France et une large partie de la classe politique pratique l'aveuglement par rapport à cela, sans doute parce qu'elle a peur des conséquences. Et vous avez carrément un parti politique qui mise sur l'islamisme pour arriver au pouvoir. C'est la France insoumise qui se fait la caution du terrorisme islamique, qui se fait la caution de l'antisémitisme, et c'est absolument honteux. Ce parti est un parti qui représente une gauche pro-Hamas, une gauche pro-antisémitisme musulman. On va conclure malheureusement là-dessus. On reviendra sur le livre en détail. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Après la démocratie, donc l'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden aux éditions Ballant, et que vous venez de sortir. Donc, y a-t-il quelqu'un pour sauver la France, donc aux éditions Liberté numérique. Voilà. Et puis que vous avez ici, pour ceux qui s'intéressent à la question palestinienne, l'invention de la Palestine, écrit et coécrit par David Horowitz et Guy Minière. Donc David Horowitz, il faut rappeler, c'était un conseiller de Ronald Reagan. Hein. Non, il s'est jamais impliqué en politique, mais c'est un grand penseur conservateur américain. C'est un de mes amis. Révolution. Depuis un quart de siècle. Le livre doit être disponible dans sa version libre et il s'appelle Comment le peuple palestinien fut inventé. D'accord. Et quelle édition? Les éditions, c'est David Reinhardt, mais si vous allez sur Amazon, vous pouvez trouver le livre Comment le peuple palestinien fut inventé, Guy Minière, David Horowitz. Très bien. Merci beaucoup Guy Minière. Encore une fois, on a fait une longue interview, mais c'était important parce qu'on est vraiment, à part Lux Media, c'est la seule plateforme média au Canada et peut-être même en Europe, en tout cas pour ce qui est de la France, qui dans l'espace francophone donne la parole à d'autres façons de regarder la réalité d'Israël et des pays qui sont... Alors j'aimerais conclure parce que c'était une intervention de Ken Pereira là-dessus, c'est qu'il y a un lien très étroit entre le Québec et Israël. Je rappelle que René Lévesque était soldat, enfin journaliste pour l'armée américaine et qu'il a participé à la libération des camps de concentration et qu'il avait au contraire un très grand parallèle. Il avait fait un très grand parallèle entre la situation des francophones entourés de 300 à 400 millions d'anglophones ici et la situation d'Israël avec 300 millions d'Arabes autour de à peine 10 millions, même pas 8 millions de personnes qui parlent hébreu. Donc il y a eu toujours ce parallèle et donc c'était une façon, un clin d'œil à Ken pour dire qu'il y a effectivement au contraire un très grand... Et René Lévesque a eu une grande affection pour Israël pendant de longues années. Merci beaucoup.
Pas la même situation, parce que Non, le monde arabe est résolument hostile et prêt à pratiquer le djihad contre Israël. Le monde anglophone qui entoure le Québec n'a aucune intention exterminationniste vis-à-vis du Québec. Il n'y aura pas d'attaque d'anglophones qui puisse ressembler même de très loin aux attaques du 7 octobre en Israël. non, mais disons que ça remonte très loin, c'est-à-dire que l'attaque contre le français, la situation du français, ça a été quand même à partir de la conquête en 1759 jusqu'à encore récemment, les commissions scolaires, la place de la langue française était quand même minoritaire. Donc certains, et en particulier René Lévesque, qui a été quand même à l'origine du premier référendum et du deuxième avec M. Bouchard, il y a toujours eu cette, disons, cette pas forcément encore qu'il y a eu octobre 70 où l'armée est intervenue à juste titre, pourquoi pas ou non, mais il y a eu quand même une lutte contre la place du français et certains prennent ça, font un parallèle avec la situation de l'hébreu, mais bien sûr il n'y a pas la même volonté d'extermination physique. Non, vaut mieux être une minorité dans un monde démocratique qu'être une minorité dans un monde totalitaire et fanatique. C'est le sens de je me souviens que né sous le lys, je crois sous la rose. On conclut là-dessus. Merci. Non mais c'est tout à fait à propos. Voilà, merci beaucoup messieurs, dames pour cette belle entrevue. J'espère que ça vous a intéressé. Bon, c'est mon style, je suis pas Ken, je suis pas André, mais c'est ma façon à moi de discuter, de réfléchir sur ces sujets importants et d'essayer d'apporter une autre façon de regarder les choses. Merci Guy Millière et donc à une prochaine fois.